Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, je vous ai préparé une vidéo dans laquelle j'aimerais parler des différents niveaux de visibilité de la recherche. Vous savez, on est toujours un petit peu comme chercheur dans cet état d'esprit où on est persuadé qu'en fait, il n'y a personne qui va lire notre recherche. Personne ne va lire notre thèse, forcément, à part notre jury de thèse. Et donc on est toujours dans cet état d'esprit-là, ouais, mais bon, de toute façon, personne ne comprend rien. euh, et on est à la fois résigné et très déçu. Parce que derrière cette fausse résignation, il y a ce désir d'être visible. Il y a ce désir qu'on soit cité, qu'il y ait des gens qui lisent ce qu'on fait, qui connaissent mais ce qu'on fait, etc. Il n'y a rien de plus frustrant que de travailler sur quelque chose, sur un sujet, et de se rendre compte, de lire par exemple dans un article d'un autre chercheur, qui est tout à fait pile dans notre sujet, on n'est même pas cité. Et c'est très frustrant. Je me dis, mais comment c'est possible? Alors voilà, je voulais un petit peu discuter des différents niveaux de visibilité de la recherche, de qu'est-ce qu'on entend en fait par visibilité, qu'est-ce qu'on veut comme chercheur, à qui on veut s'adresser. Voilà. Alors, moi je distinguerais trois grands blocs de personnes, on va dire. Le premier bloc, ce serait les académiques. Les académiques de notre discipline, donc assez rapprochés, ou de disciplines rapprochées de la nôtre. Le deuxième bloc, ce serait plutôt les amateurs éclairés, qu'on va en discuter plus en détail. Et le troisième bloc, ce serait monsieur, madame, tout le monde. Donc ces trois blocs, pour moi, on peut soit les travailler en parallèle. Il est tout à fait possible d'établir une stratégie de publication et de communication qui s'adresse d'une part aux académiques, d'autre part aux amateurs éclairés, et peut-être, pourquoi pas, à monsieur, madame, tout le monde. On peut faire ça en même temps, ou alors on peut adopter une stratégie plutôt chronologique, du plus proche au plus lointain. Donc au fur et à mesure qu'on avance dans sa carrière, passer de l'académique pur jus à monsieur, madame, tout le monde, avec plusieurs étapes. Alors, pour le premier bloc, donc des académiques, je distinguerais quatre niveaux. Il y en a beaucoup plus. Hein. Ce sont vraiment ce sont des différenciations, des segmentations tout à fait subjectives, basées sur mon expérience. Et donc le premier niveau, on va dire que c'est voilà, le niveau très très rapproché de l'équipe de recherche, éventuellement de la faculté dans laquelle on se trouve. Et donc l'équipe de recherche, les collègues directs, le directeur de thèse, donc tous ces gens avec qui on travaille au quotidien et qui normalement savent ce qu'on fait et nous on sait ce que eux ils font. Alors je dis normalement, si ce n'est pas le cas, en principe les directeurs de thèse et les professeurs fomentent un petit peu ce réseautage de leur propre équipe en organisant par exemple des petites présentations ou des réunions où on présente de manière assez informelle l'état de nos travaux. Si ce n'est pas le cas, rien ne vous empêche de le proposer. Rien ne vous empêche de discuter avec d'autres doctorants, si vous en êtes là, et de présenter un petit peu ce que vous faites aux autres. C'est déjà un premier exercice de communication et un premier exercice de réseautage qui est extrêmement important, puisqu'il est extrêmement important de savoir ce que font les autres aussi, de se dire, oui, un tel c'est tel sujet, un tel c'est tel sujet, un tel c'est tel, ok. Et donc, à visualiser comme ça un petit peu ce que fait chacun. Le deuxième niveau, qui est aussi assez facile à atteindre, c'est le niveau du réseau du directeur de recherche. Donc, en général, les directeurs de recherche font ça aussi naturellement, hein, de créer des liens entre leurs doctorants, leur équipe de recherche et leur propre réseau. Et donc là, ça va se passer par des propositions de collaboration sur un article, sur une conférence, ou simplement des rencontres. Voilà. De nouveau, si ça ne se fait pas, rien ne vous empêche d'être actif, proactif, d'y aller, de demander, de vous intéresser aussi au réseau de votre directeur de recherche, de voir un petit peu comment il fait, comment il communique, etc. Et toujours dans ce niveau-là, vous avez accès aussi au réseau des directeurs de recherche de vos collègues proches. Donc c'est toujours intéressant de savoir
d'avoir accès à tous ces réseaux dans l'idée de collaboration. Le troisième niveau académique, je dirais que là, on revient à son domaine, mais on passe à un niveau international. Donc si je prends mon exemple, par exemple, mais ce serait travailler sur le post-apocalyptique. Je travaille sur le post-apocalyptique, et donc je connais des chercheurs qui travaillent sur le post-apocalyptique, soit latino-américain, ce qui est mon cas, mais aussi d'autres littératures. Donc là, je suis, si on veut, revenu à mon sujet très très précis, mais je connais des chercheurs qui sont absolument inconnus du réseau de mon directeur de recherche, par exemple, mais qui travaillent sur mon thème. Donc de nouveau, là, c'est important de pouvoir communiquer avec ces chercheurs, que vous allez connaître via ce que vous allez lire, principalement, et aussi via des conférences. C'est important de communiquer avec eux, qu'ils sachent ce que vous faites la même chose qu'eux, que vous pouvez travailler aussi ensemble sur des choses où on ne sait jamais. Après, ça c'est la créativité humaine, hein, la créativité des relations humaines qui fait que ça ouvre des portes qu'on n'aurait jamais imaginées. Et donc ça, je dirais que c'est le troisième niveau. On passe déjà à un niveau international, mais toujours avec son domaine très précis. Alors, un cran au-dessus, ce serait un niveau international qu'on atteint beaucoup plus large et qu'on atteint soit une certaine notoriété par rapport à sa discipline. Donc par exemple, si on repart du post-apocalyptique, imaginons que ma recherche commence à être connue, mais au niveau de tous ceux qui travaillent sur la littérature de manière générale. Alors comment est-ce qu'on fait ça? C'est souvent en élargissant ses recherches et en proposant par exemple une théorie qui soit intéressante pour la discipline. Alors ça c'est une possibilité. L'autre possibilité qui est aussi très plébiscitée, c'est travailler sur un thème mais qui ait un intérêt potentiellement transdisciplinaire. Et donc là, si je prends par exemple les migrations, le thème des migrations peut être travaillé à partir de la littérature, des arts, mais aussi de la géographie, des sciences politiques, de l'économie, etc., etc. Et donc là, on acquiert une notoriété sur un sujet, mais dans d'autres disciplines, en général assez proches. Voilà pour l'académique. On peut évidemment aller plus loin. Hein. On peut devenir Bourdieu, mais je pense que là, c'est déjà assez. Alors, le deuxième, c'est déjà assez pour cette vidéo, hein. Vous pouvez tout à fait être ambitieux, bien sûr. Le deuxième bloc, c'est donc les amateurs éclairés. Alors, qu'est-ce que j'appelle amateurs éclairés? Par exemple, les académiques, mais qui sont de disciplines complètement, vraiment très éloignées. Ça peut être des médecins qui s'intéressent à l'accouchement dans la littérature. Ça peut être des ingénieurs qui ont une passion pour le cinéma. Et ainsi à l'avenant. Alors je mets aussi dans cette catégorie des passionnés, donc des monsieur et madame tout le monde, mais qui sont passionnés par un sujet, et qui donc, vous pourrez les rencontrer parfois à des conférences, mais en général ils sont atteignables d'autres manières que ça, hein. Ils ne sont pas tout à fait dans les cercles académiques, mais donc ils sont intéressés par ce sujet, et donc potentiellement ils sont vraiment intéressés par ce que vous pouvez leur apporter par votre recherche sur ce même sujet. Et alors il y a aussi les éditeurs. Les éditeurs académiques sont intéressés par les recherches par la recherche académique de manière générale. Parfois ce sont des docteurs eux-mêmes qui donc ont leur propre spécialité et ne connaissent pas spécialement les autres spécialités. Alors je vais vous donner un exemple. En fait ça demande, quand on arrive à ce niveau-là, ça demande déjà un petit effort, mais qui est tout à fait surmontable, de traduction de sa recherche, ou d'adaptation de la communication de sa recherche à ce public-là. Ça demande notamment un effort de contextualisation. Donc comme éditrice, je me souviens avoir eu beaucoup d'auteurs, d'académiques dans les conférences qui venaient
et qui me disait, si je reprends l'exemple des migrations, il disait: «Ah moi je travaille sur les migrations, j'adore ça», et puis ils partent dans tout, enfin ils expliquent en fait leurs recherches, mais parfois, vraiment, je me suis dit: «Mais les migrations, est-ce qu'ils travaillent en littérature ou en sciences politiques?» Et vraiment, c'est pas toujours clair. Donc il aurait suffi simplement de dire, voilà, je suis de telle université, je travaille dans telle discipline, et à partir de là, et donc c'est en fait donner tout le contexte. Ça m'est arrivé aussi avec des auteurs qui arrivent et qui disent oui, je travaille sur le cinéma de la post-révolution, de la post-dictature, pardon. Mais la post-dictature, ça peut être en Argentine, ça peut être au Pérou, voilà. Donc il y en a plusieurs. Voilà pour ce bloc des amateurs éclairés. Et alors il y a le troisième, donc Monsieur et Madame Tout le Monde, où là, ça demande un plus gros effort de communication, de vulgarisation, puisque là, on passe vraiment à parler à des personnes qui ne sont pas du tout dans les cercles académiques, qui n'ont pas d'intérêt particulier pour les cercles académiques et toute la recherche qui s'y fait, ça les dépasse, ça ne les intéresse pas. Et donc il faut là vraiment trouver un moyen de traduire sa propre recherche sans jargon, avec des exemples très clairs, pour atteindre cette cible-là. Voilà pour les trois blocs. Et donc de nouveau, pour moi, on peut vraiment tout faire en même temps. Donc il est tout à fait possible d'être en tout début de thèse et de vouloir s'adresser à Monsieur et Madame Tout le Monde. C'est tout à fait possible. Simplement, évidemment, Monsieur et Madame Tout le Monde, ce sera sans doute une niche, mais peu importe. Il faut bien commencer quelque part. Donc voilà, je voulais vous voir un petit peu avec vous, mais quel serait pour vous le prochain pas. Donc le plus difficile, ce sont les premiers pas, les premiers petits pas. Après, on s'habitue à faire des petits pas, des petits pas, et des petits pas, et donc on finit par arriver loin, et puis on finit par travailler avec Eva Longoria. Donc c'est pas une blague, il y a vraiment une chercheuse qui travaille avec Eva Longoria, je vous mettrai le lien. Et donc voilà, quel serait votre prochain pas? Est-ce que ce serait proposer à votre directeur de thèse de faire des petites réunions où vous présentez l'état de vos travaux, où vous présentez mutuellement l'état de vos travaux avec vos collègues? Est-ce que c'est monter une association de chercheurs dans le même domaine? Est-ce que c'est plutôt commencer à vous dire comment est-ce que je vais vraiment traduire ma recherche pour m'adresser à Monsieur, Madame Tout le Monde? Est-ce que c'est m'adresser à un éditeur? Ou est-ce que c'est carrément appeler Eva Longoria? Voilà, quel serait votre prochain petit pas? Alors voilà, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé et que ça vous a un petit peu éclairé ou fait réfléchir. N'hésitez pas à me faire des retours, ça me fait très plaisir. Et puis, on se voit bientôt dans une nouvelle vidéo. Voilà, c'était Laurence de Vancouver, au Canada. À bientôt!